comment est-ce que l'on peut hybrider, comment est-ce que l'on peut concevoir un développement économique, un développement industriel qui soit en même temps respectueux de la nature, qui protège l'environnement et qui en même temps valorise la compétitivité des entreprises. Donc voilà l'idée, si vous voulez, de la première table ronde. Donc ce que je vais faire, avec votre autorisation, c'est que je vais vous demander à tous d'abord de vous présenter succinctement et de dire finalement comment dans votre activité quotidienne, ça c'est la première question que je vous pose, comment dans votre activité quotidienne vous arrivez à marier développement économique et transition écologique. C'est ça ma problématique. Donc Madame Faure, si vous voulez bien commencer, je serais vraiment ravi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et grand merci. Donc dans mon activité quotidienne, moi je suis ingénieur de formation et j'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie en tant que manager opérationnel. Je suis aujourd'hui maire d'une commune de 14 000 habitants et première vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'innovation, l'économie et l'emploi. Aujourd'hui, je vais juste traiter d'un seul point, mais après on aura l'occasion de débattre, qui est que tout simplement un industriel qui veut être attractif pour des jeunes talents, s'il n'a pas mis la transition écologique au cœur de son projet industriel et de son projet d'entreprise, il aura beaucoup de mal pour attirer de jeunes techniciens, de jeunes ingénieurs. Donc voilà, c'est juste ce premier point pour ouvrir le débat. Je parlerai d'économie circulaire après, bien sûr. Très bien, merci. Alors peut-être Stéphane, Jacques, allez-y, Jacques. Donc moi je suis Jacques Ravinet, je suis le directeur et cofondateur de la société Keepit. On est une société qui conçoit et fabrique de l'électroménager durable et réparable. C'est là-dedans que je mets tout mon cœur aujourd'hui. On est totalement d'accord sur le fait que aujourd'hui une société qui n'a pas ce type de message va avoir beaucoup de mal à trouver du personnel et on en a la preuve, c'est que nous on reçoit sans arrêt des propositions. Voilà. Merci Jacques. Donc Jacques va nous expliquer après. Alors j'ai beaucoup tenu à ce que Jacques soit présent parce que vous savez sans doute que 80% de l'équipement ménager est aujourd'hui importé, ce qui est quand même assez extraordinaire. 80% donc des biens d'équipement ménager, petit électroménager, gros électroménager, est aujourd'hui importé. Et Jacques, son entreprise, il nous le dira, produit des bouilloires, je crois, a le projet de lancer un lave-linge, je crois aussi. Donc notre premier produit, c'est la bouilloire multifonction Jarenne. On est en train de lancer le développement d'un grille-pain multifonction. Je vous expliquerai après le pourquoi du multifonction. Et depuis 2013, depuis qu'on se connaît en fait, Gabriel, on développe un lave-linge qu'on devrait pouvoir sortir en 2024. Très bien, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais vous signaler que les Français achètent en moyenne 2,5 millions de lave-linge chaque année et que la durée de vie moyenne d'un lave-linge en France est de 4 ans. Et le lave-linge que va proposer Keepit est un lave-linge garanti à vie, c'est ça? Ou pas exactement? Nous, on garantit quand même pas à vie, mais on garantit 5 ans. Par contre, on garantit la réparabilité à vie. Donc ça aussi, je pourrais vous expliquer comment on fait après. Merci. Donc, on revient donc vers toi tout à l'heure. Stéphane, si vous voulez bien. Oui, je représente donc la société Biotex Technologies. Mon président est dans l'avion, donc il arrivera avec un petit peu de retard. Donc je vous prie de l'en excuser. Je suis plutôt le représentant d'un écosystème d'industriels ariégeois qui a porté une démarche assez singulière, qui a pris, on va dire, qui a émergé pendant la crise Covid, au travers de la production d'équipements de protection qui, au départ, était un moyen de sauver certains de ces acteurs qui voyaient leur activité s'effondrer de façon significative. Je vais parler d'un équipement anti-automobile qui perd 60% de son activité et qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel et qui va se lancer dans la production de tissus pour répondre à un besoin, donc la production de masques d'abord et de blouses, mais une potentialité qui ne se réalisait pas parce qu'il manquait la confection. Et donc tout un écosystème d'acteurs s'est agrégé autour de cet acteur-là et de façon à proposer des solutions
qui, pour s'imposer sur le marché, parce qu'on répondait massivement à des appels d'offres au moyen d'une entité, j'en viendrai peut-être à la genèse d'Occitanie Protect, mais vous me dites si c'est le temps d'en parler. Voilà. Nous a amené aussi à intégrer... nous a mené à intégrer des considérations d'économie circulaire et donc de proposer la recyclabilité de nos produits, donc de faire un choix dès le stade de la conception, donc éco-concevoir un produit dont on allait pouvoir maîtriser la gestion de fin de vie. Et on a à chaque fois été challenger sur nombre d'appels d'offres, parfois avec succès, parfois non, parce que ça ne marche pas toujours, en proposant une solution globale où on proposait la collecte, la récupération des équipements avec le délissage, et on avait reconstitué une filière permettant d'aller jusqu'à la reconstitution d'une matière première secondaire. Très bien, super. On va revenir sur Occitanie Protect dans quelques minutes. Donc si vous voulez bien... Bonjour à tous, je suis Gabriel Giabicani de la Banque des Territoires. Je suis en charge des activités innovation, opération, de nos activités d'investissement. Donc la Banque des Territoires, qu'on présente souvent comme la banque de l'intérêt général au sein du groupe Caisse des dépôts. Pour répondre à votre question, on est une entité de financement de projets. Donc notre quotidien, c'est de voir des porteurs de projets qui nous demandent de les accompagner en investissement, en financement. Pour nous, c'est assez simple. On se positionne comme un investisseur au service de l'intérêt général et de long terme. Au service de l'intérêt général, on a vite fait le lien avec les enjeux de transition écologique. Et puis de long terme, là je vais prendre ma casquette de financier. Comme on ne sort pas tout de suite des projets, en général on y reste plus longtemps que les investisseurs dits de marché. On a la conviction profonde qu'un projet, pour avoir sa viabilité économique et donc nous permettre aussi de ne pas perdre de l'argent, voire même d'en gagner, il doit être en accord avec des nécessités de transition écologique parce que tout simplement le financier rattrapera tôt ou tard les enjeux écologiques, et donc c'est presque une conviction mathématique que si on veut être performant comme investisseur au service de l'intérêt général, c'est un impératif que d'être aligné avec les besoins de transition écologique. Très bien, donc on reviendra peut-être sur la question du financement qui est une question absolument centrale, et on essaiera de voir si des financements publics, ceux que vous pouvez en particulier apporter, peuvent résoudre une équation qui n'est pas très simple, parce que les entreprises sont souvent sur des logiques financières de court terme, ou en tout cas de court-moyen terme, alors que la transition écologique, c'est quand même une perspective de long terme. Donc comment la Banque des Territoires peut permettre de gérer en quelque sorte une partie de l'équation. Voilà, alors on va peut-être maintenant que vous êtes présenté, si vous voulez bien lancer un peu le débat. Alors, Madame Faure, vous disiez tout à l'heure que l'agglomération de Toulouse, la communauté d'agglomération de Toulouse, la métropole, en fait, soutient l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par économie circulaire? Parce qu'en fait, il y a tellement d'acceptions de ce qu'est l'économie circulaire que peut-être, c'est pas toujours très clair dans l'esprit de tout le monde. Hein. Voilà. Alors, l'économie circulaire, comme la transition énergétique, en fait, c'est à la fois une filière et à la fois une manière de faire qui traverse un peu toutes les industries. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir créer dans cette filière 10 000 emplois dans les 10 ans sur notre territoire. Donc, si j'aborde le sujet de l'économie circulaire en transversale de toutes les filières, c'est mettre le territoire au cœur du projet industriel du porteur de projet et faire en sorte que la ressource de l'industriel soit issue d'un déchet d'un autre industriel. Donc c'est essayer de faire en sorte que on ait 80% de nos déchets qui puissent être réinvestis, transformés pour devenir une ressource d'un autre industriel. Et là où nous pouvons, je pense, Toulouse Métropole, mais comme d'autres institutions, jouer notre rôle, c'est que comme le territoire doit être au cœur de cette filière par rapport à d'autres filières, eh bien on a un vrai rôle à jouer. Et je veux remercier ici l'ADEME, qui est une agence qui accompagne Toulouse Métropole depuis 7-8 ans maintenant, et qui fait qu'aujourd'hui on est capable de concevoir une zone d'aménagement qui est celle de Francazal, qui sera l'adresse des mobilités décarbonées et des mobilités innovantes demain, et de travailler sur la dépollution, mais la décarbonation des énergies, puisqu'on va en faire un campus d'innovation autour de ces mobilités du futur. Eh bien,
conçoit l'aménagement de ce campus sur les 6 à 8 ans qui viennent, en prenant l'économie circulaire comme étant le cœur de cet aménagement. Et pour ceux qui connaissent bien les gens qui font de l'aménagement, les gens qui construisent, les gens qui font de la voirie, on ne peut pas vraiment dire que l'économie circulaire ou la transition énergétique ait été au cœur de la façon dont on a aménagé ces dernières années. Donc voilà un peu quelle est notre vision. On n'est pas les faiseurs de ces 10 000 emplois. On crée les conditions pour que émergent des entrepreneurs qui vont sur le territoire se mettre au service des industriels pour faire en sorte que de plus en plus on arrive à, encore une fois, transformer des déchets en ressources. Très bien. Donc si je comprends bien, le projet c'est le zéro déchet. Et en fait, le zéro déchet n'est possible que dans le cadre d'une économie collaborative. C'est-à-dire que les supposés déchets des uns sont en fait des extrants, c'est ce qui sort de leur activité de production, et ces extrants deviennent des intrants pour d'autres. Donc en réalité, il n'y a pas de déchets. C'est ça. C'est effectivement l'objectif que l'on poursuit. Et si aujourd'hui, il y a des acteurs de cette économie circulaire qui fonctionnent, il y a quand même besoin d'injecter de l'argent pour qu'il y ait de l'innovation dans de nouveaux domaines. Et aujourd'hui, on voit par exemple un incinérateur a besoin de 100 en énergie pour incinérer. Finalement, il n'utilise que 30. Et les 70% d'énergie qui sont produites, s'en vont en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Peut-être qu'un jour, on arrivera à récupérer encore 30% d'énergie de cet incinérateur sur les 70 qui partent en vapeur d'eau chaude dans l'atmosphère pour essayer de réinjecter cette énergie ailleurs. C'est juste un exemple de ce que nous entrevoyons pour demain. Et aux côtés de la région et de l'État, je souligne ce faire ensemble dont vous avez mis en avant les vertus, l'absolue nécessité que les industriels travaillent ensemble, que nous, les institutions, État, région, et je salue mon collègue Thierry Cotel, éminent représentant de la région Occitanie, pour dire à quel point, on se le disait avec Jalil ce matin, vice-président de la région Occitanie, à quel point il est important, et monsieur le président, il n'est pas là, il est là, le saluer, l'absolue cohérence des propos d'ouverture du salon ce matin qui sont fondamentaux, particulièrement sur ce sujet de l'économie circulaire sur notre territoire. D'accord. Alors peut-être encore deux questions si vous voulez bien. La première, c'est finalement l'économie circulaire que vous évoquez, c'est une économie qui a besoin de proximité. C'est une économie où en effet les acteurs doivent être relativement proches, ou bien est-ce que cette économie circulaire peut être beaucoup plus ouverte ? L'économie circulaire que nous portons à Toulouse Métropole aujourd'hui, le maître mot, vous l'avez dit, c'est la proximité. Ce sur quoi nous travaillons, c'est évidemment la reproductibilité. Il n'y a pas de raison que ces 10 000 emplois que nous portons comme objectif, avec des entreprises innovantes qui sauront être des intermédiaires entre un industriel et un autre pour viser ce zéro déchet, il n'y a aucune raison qui puisse faire qu'il n'y ait pas de reproductibilité sur d'autres territoires. Et c'est en ça que c'est extrêmement vertueux. Mais pour l'instant, ce sur quoi nous travaillons, c'est effectivement l'échelle des 38 hectares de la base de Francazal, essayer de l'étendre. Je ne sais pas à quelle échéance, je ne veux pas donner de nombre d'années, mais essayer d'étendre au territoire métropolitain. Mais cette reproductibilité, elle doit être absolument réalité. D'accord. Et la proximité que vous évoquez, ce n'est pas uniquement une proximité spatiale ou géographique. Il faut encore que les acteurs se connaissent, il faut que les acteurs se parlent. Est-ce que c'est facile, ça, à faire ? Comment... Alors, cette mise en réseau, elle est absolument indispensable de tous ces industriels parce qu'on se connaît beaucoup au sein d'une même filière, mais la transversalité, elle est malheureusement pas réalité. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer un certain nombre d'industriels ce matin. Des mises en relation, moi, j'en ai constaté plusieurs. Je peux prendre l'exemple de l'aéronautique, tout simplement. Ce matin, des dirigeants d'Airbus ont découvert que des sols d'avions allaient être récupérés, étaient déjà récupérés, fabriqués, usinés pour être des matériaux entrant dans de nouvelles industries, entre autres
on était sur le centre de formation qui est porté par la région Occitanie, et c'était extrêmement étonnant de voir que l'industrie aéronautique, les concepteurs de nos avions aujourd'hui disaient à quel point ils prenaient en compte le recyclage et le fait que l'avion on devait se soucier dès la conception de l'avion, alors que c'était pas le cas il y a 50 ans. On devait se soucier de la façon dont on allait pouvoir traiter l'avion une fois qu'il ne volerait plus. Et ce matin, on voyait que des gens ont eu l'idée, usinent des produits, les mettent comme matière première de nouveaux produits, et Airbus le découvrait. Donc, mise en relation entre ce gros industriel de notre territoire et un de ces petits clients d'avions qui ne volent plus, de portions d'avions qui ne volent plus. Très bien, on en parlera pendant la deuxième table ronde. La seconde table ronde, peut-être encore une dernière question, excusez-moi de vous... L'économie circulaire, c'est aussi, il me semble, vous avez lancé une étude importante sur le métabolisme de l'agglomération. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu dans ces termes-là, ce ne sont donc pas les termes du zéro déchet, c'est plutôt l'agglomération, si j'ai bien compris votre démarche, j'en parlais tout à l'heure, l'agglomération dont on va essayer d'analyser les flux de production, les flux de consommation, où va la production de l'agglomération, les Toulousains consomment-ils des produits qui viennent de très loin, ou bien est-ce qu'ils pourraient consommer des produits sur une base plus locale? Il me semble qu'il y a une étude qui a été faite par le cabinet Utopie, qui a lancé cela. Je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais ce qui est sûr, c'est que Toulouse Métropole, en fait, c'est un être vivant. Ça bouge, ça vit, et ça se nourrit intellectuellement, mais aussi de nos terres nourricières tout autour. Et donc, c'est vrai aussi pour les filières industrielles. Donc, beaucoup de choses se passent sur les territoires ruraux alentours, beaucoup de choses se passent autour de nous, et il était absolument nécessaire d'analyser, comme vous l'avez dit, le métabolisme de la métropole. Donc, oui, il y a un travail qui est fait, extrêmement pertinent, et qui nous permet de voir quels sont ces flux entrants, sortants, et qui vont nous permettre d'être de plus en plus vertueux dans la façon dont on consomme en circuit court. On consomme en circuit court sur le plan de l'agroalimentaire, mais on peut aussi consommer en circuit court en matière d'industrie. Et on voit bien les grandes difficultés que rencontrent nos industriels avec des produits qui n'arrivent plus de l'autre côté de la planète. Et donc, il nous faut de plus en plus réfléchir à comment on peut produire local et comment on peut être de plus en plus autonome dans notre capacité de produire sur le territoire. Donc, oui, il faut impérativement travailler sur ces flux et élargir notre territoire de réflexion à nos territoires voisins. Alors vous avez bien réussi, puisque la région Occitanie a lancé une étude exactement de même type il y a quelques mois sur le métabolisme régional pour tenter d'évaluer quelle est la production de la région Occitanie, quelle est sa consommation, où vont les flux. Lorsque les entreprises d'Occitanie produisent, est-ce qu'elles produisent essentiellement pour exporter à l'extérieur de la région, ou est-ce qu'elles produisent aussi pour répondre à la demande locale? En sens inverse, la consommation locale est-elle satisfaite par des productions locales ou par des productions très lointaines? Vous voyez, donc on est en train d'évaluer ça pour le Conseil régional. Peut-être Thierry en dira un mot tout à l'heure, mais en tout cas, la métropole a bien ouvert la voie dans cette direction. Je pense que c'est une voie qui est très, très fructueuse. Merci pour l'instant. Stéphane, vous avez parlé d'Occitanie Protect. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important, je crois, parce que, pour deux raisons au moins, que j'imagine. Première raison, c'est que l'industrie textile a souvent été considérée à tort comme une industrie du passé. Et donc, pourquoi maintenir une industrie du passé quand on veut s'orienter vers la nouvelle technologie et les marchés d'avenir? Donc votre démarche de ce point de vue-là est absolument exemplaire. Et elle est exemplaire aussi parce qu'en crise sanitaire, vous avez réussi à produire des biens qui nous ont cruellement manqué. Vous avez évoqué les masques tout à l'heure, mais je sais qu'il y a d'autres produits que les masques. Donc est-ce que vous pouvez nous dire finalement quel a été le déclencheur en quelque sorte d'Occitanie Protect? Les déterminants, tout d'abord, ce sont les éléments de crise. Des industriels du territoire. Alors, le contexte, c'est un ancien bassin mono-industriel textile très très impacté par 30 ans de crise. Le dernier épisode de 2008-2013, c'est 1000 destructions d'emplois, donc c'est relativement récent. Cette volonté d'acteurs donc de s'en sortir, de trouver des alternatives, une problématique de pénurie d'équipements de protection.
des potentialités qui pouvaient se réaliser mais qui ne se réalisaient pas. C'est-à-dire on avait des gens qui étaient capables de produire des tissus, mais on n'avait pas l'offre de confection de façon à l'industrier massivement. Ça, c'est la première partie. Une seconde partie, donc une volonté d'acteurs mobilisés, mettant en synergie leur savoir-faire pour essayer de proposer une offre globale. Et derrière, une volonté, parce que sans volonté, sans une impulsion, ça ne marche pas, une volonté de la région, de confier à l'Agence régionale énergie-climat, et à l'espèce, Monsieur Stéphane Perret, qui devait être là parmi nous aujourd'hui, de créer une entité qui s'appelle Occitanie Protect et qui va permettre de mettre en synergie l'ensemble de ces acteurs et de répondre aux problématiques que j'ai évoquées préalablement. Donc oui, on a développé une offre d'équipements de protection, de la blouse, lavable, 50 fois, recyclable intégralement, avec des acteurs, une démarche qui se voulait à la fois éthique, responsable, durable, et inclusive, puisqu'on a fait appel aussi à des acteurs de l'insertion par l'activité économique, on a fait appel aussi à des acteurs du travail adapté, un gros acteur régional comme DSI, que Jean-Louis Rive, je pense que beaucoup de monde connaît, et cette démarche-là a permis de créer une offre un peu plus complète. Alors au départ, la confection de masse, on n'a pas pu la faire en France. La production textile, la conception s'est faite en France. Et petit à petit, on a su faire évoluer notre offre en proposant le masque junior, des masques fonctionnalisés, en faisant appel à une start-up toulousaine où on a développé une solution de masque antimicrobien. Et là toute la chaîne de valeur était en France. Et on a réussi ce pari-là. Mais les masques et les produits de protection, ce n'était pas une finalité. Aujourd'hui, cet écosystème, toujours dans le cadre d'Occitanie Protect, réfléchit à d'autres développements. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de les exposer, mais d'autres développements, c'est notamment des solutions géotextiles avec un autre écosystème d'acteurs. C'est à chaque fois, il y a eu cette capacité à agréger des acteurs au gré des besoins. C'était un peu votre intervention en disant, oui, on se limite, on essaie de retrouver des solutions au sein du territoire, mais on peut l'élargir à des horizons de proximité un petit peu plus relatifs. Et donc, aujourd'hui, on réfléchit avec un écosystème d'acteurs, donc l'industriel qui a produit des textiles pour des équipements de protection, qui essaie toujours d'en produire, qui propose une offre notamment de blouse et toujours en discussion avec les acteurs de la santé pour vraiment déployer ces solutions-là. Aujourd'hui, du géotextile, il a développé un brevet du géotextile naturel. Donc là, on revient sur la thématique économie circulaire. Géotextile naturel, en développant un brevet permettant de fabriquer un géofilet de laine aujourd'hui, mais qui peut être demain industrialisé avec du fil de chanvre, que l'on vient fonctionnaliser par une technologie d'hydroliage. Donc c'est une dépose, c'est un non-tissé de chanvre ou de lin. Là aussi, avec une volonté, c'est de réutiliser des sous-produits ou des déchets des activités agricoles. Il ne s'agit pas de challenger des productions de lin pour le vêtement ou de chanvre pour le vêtement ou la laine pour le vêtement. On est sur un gisement de laine jarreuse, c'est majoritairement ce que l'on trouve dans nos massifs. En Occitanie, c'est cette laine qu'on ne peut pas valoriser. C'est aussi la tige de lin oléagineux, donc on utilise les graines pour l'huile, mais la partie fibre, on l'utilise dans ce process. Et l'idée, c'est un déchet devient une ressource et propose un produit qui est une alternative aux produits du contrôle de l'érosion que l'on trouve massivement auprès de toutes les collectivités, de tous les concessionnaires, que sont les produits à base de coco ou jute, qui sont des produits d'importation massivement, avec un bilan carbone désastreux, et qui nous amènent certains intrants pour lesquels après on dépense beaucoup d'argent. C'est lutter contre les plantes invasives. Et oui, ces produits-là, parfois, ils contiennent des graines qui... J'étais un petit peu long, mais j'ai essayé de faire prendre la mesure de ce qui a été engagé. Extrêmement clair. Donc pour vous, la notion d'écosystème, c'est une notion qui est très centrale. En fait, vous constituez, si je comprends bien ce que vous avez dit, des écosystèmes à géométrie variable. C'est-à-dire en fonction du produit que vous voulez réaliser, vous allez changer la géométrie, vous allez mettre en place des écosystèmes différents, c'est ça, sur un micro-territoire, vous n'existez pas si vous êtes seul. Donc, agréger des acteurs. Là, sur la filière, on avait un acteur qui produit du fil de laine. C'est une des dernières filatures cardées de France qui se trouve sur ce bassin-là. Vous avez un industriel de l'automobile qui cherche à produire, à se diversifier. Donc, les produits de santé, c'est une alternative. Produire un filet géotextile, ça en est une autre. Et derrière, vous allez agréger d'autres compétences aussi. Vous avez besoin d'amener des blocs de compétences dans votre projet de façon à produire une offre qui soit commercialisable. D'accord. Alors maintenant, si on revient juste aux masques que vous avez réussi à produire dans un temps très court, même s'ils n'ont pas été totalement produits en France, parce que j'ai bien entendu que
la confection, elle n'était pas localisée dans la région, mais elle a été délocalisée, hein, c'est ça, hein? Effectivement, on se heurtait à des besoins colossaux. L'industriel était en capacité de produire l'équivalent de 1 million de masques par jour en tissu, voire même plus de millions de masques. Mais on n'avait pas la confection pour réaliser ce potentiel-là. Donc la première alternative, c'était la société que je représente, donc Biotex Technologies, qui a aussi un partenariat puisqu'on conçoit des équipements de protection, des vêtements pour les professionnels. On est adossé à un outil de confection en Tunisie, donc en premier temps. Pour répondre à la production de 500 à 1 million de masques en 15 jours, on n'a pas d'autre alternative que de se rapprocher de la zone Euromed, enfin du proche, pour la partie confection. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on a pu reconstituer, parce qu'aussi il y a eu un effet, ça a donné une impulsion. On a un acteur local qui faisait du linge de maison, qui a fait le pari de densifier son outil de confection et qui a recruté massivement, qui a formé massivement, et il a porté son effectif en confection de 4 à 22 personnes. Et là, on a été en capacité de pouvoir industrialiser une partie de tous les masques enfants qui ont été commercialisés sous la bannière Occitanie Protect, donc tous étaient produits en Occitanie. D'accord. Mais alors, Occitanie Protect, c'est un GIE, c'est quoi? C'est innovant. C'est innovant, c'est une réponse aux problématiques que j'ai exposées plus haut. D'accord. C'est comment on peut sauver des acteurs industriels. Pour nous, la société Sedge, qui est une multinationale américaine, l'entité qui est sur notre bassin, c'est 250 personnes. Okay. 250 personnes, c'est le plus gros employeur privé. Pour vous donner un exemple, début des années 80, 5000 emplois industriels textiles. Aujourd'hui, il y en a moins de 300. Wow. Et pour plein de raisons, parce que c'est le plus gros producteur d'impôts économiques, de fiscalité foncière, parce qu'il emploie 250 personnes, parce qu'il fait travailler tout un écosystème de logisticiens autour de lui. Il a un caractère structurant pour notre territoire. Et d'y agréger d'autres acteurs pour venir consolider une démarche et répondre à une de ces problématiques, c'était pour se sauver, a fait que, dans un contexte en plus très particulier, cette entité a été reprise en 2020. Et le groupe qui a repris cette entité a fait des arbitrages au niveau européen. Et sans cette démarche-là, portée par Occitanie Protect, il y avait fort à parier que le pays où les coûts de production sont structurellement les plus élevés dans leurs implantations européennes allait être vraisemblablement... Voilà, ils ont fermé aujourd'hui une entité en Slovaquie, une entité en Espagne. Et le chiffre d'affaires, les objectifs de chiffre d'affaires de l'année 2020 ont été satisfaits grâce à cette diversification d'activités impulsée dans le cadre de la démarche Occitanie Protect. Alors peut-être une dernière question. Vous vendez vos masques à qui? Quels sont les clients? Et si vous avez des clients publics, ce que j'imagine, les clients publics étant souvent guidés par une optique qui est j'achète le moins cher possible parce que le code des marchés publics m'oblige à... Voilà. Comment vous vous débrouillez avec tout ça? Parce que vous avez des coûts qui sont nécessairement assez élevés. Donc est-ce que les clients publics arrivent à trouver des solutions pour acheter en dépit de coûts qui sont plus élevés? Alors, tout le monde ne joue pas le jeu de la même façon. Ça, c'est la première chose. Effectivement, le code des marchés publics est assez limitatif, même si les dernières évolutions réglementaires dans le cadre de la loi ASAP a permis certains aménagements comme l'intérêt général. Mais en fait, l'application, elle est très, très subjective. Et on a effectivement des collectivités qui nous ont très fortement soutenus, dont notamment la région. On a répondu massivement à des appels d'offres, donc plusieurs collectivités, je crois Toulouse Métropole a aussi accompagné la démarche, plusieurs acteurs publics, des acteurs privés, aussi les entreprises d'Occitanie en général qui ont fait ce choix-là, mais par la suite, la dynamique masque s'éteint aussi au fur et à mesure que le processus de vaccination s'engage. Et donc, il faut rebondir. Et le rebond, ça s'envisage avec les produits et les développements que je vous ai exposés. D'accord. Merci. Je vais peut-être venir vers vous. En fait, la question que je posais tout à l'heure, c'est la question du choc de temporalité. On a affaire à des entreprises qui ont quand même, d'une manière ou d'une autre, une pression qui s'exerce sur elles, soit par leurs clients, soit par leurs fournisseurs, soit par les marchés financiers, qui les poussent quand même vers des horizons relativement courts, en tout cas pour les PME, c'est sûr, hein, relativement courts. La transition écologique, c'est quand même un horizon de long terme. On sort de plusieurs siècles d'économie linéaire, c'est-à-dire une économie où on prélève sur la nature, on transforme, c'est-à-dire on produit, on consomme, on jette. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut développer l'économie circulaire, mais l'économie circulaire, elle ne va pas se développer en 3-4 ans. Donc comment est-ce que la Banque des Territoires peut, en quelque sorte, permettre de prendre en charge une partie du choc de temporalité entre le long terme de la transition écologique et le court terme des attentes des marchés, que ce soit des marchés commerciaux ou des marchés financiers?
Écoutez, une première réponse à ça, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en fait. Cette pression de l'environnement, des clients, des fournisseurs, des marchés financiers, elle est en train de changer. La bascule progressive vers l'économie circulaire, elle est en train de se faire avant tout sous pression des consommateurs. Certains consommateurs sont plus éclairés que d'autres, leurs représentants publics, les associations, les acteurs économiques ont des sensibilités différentes, mais c'est quand même avant tout les citoyens qui mettent une pression de plus en plus dingue sur les entreprises et les industriels pour aller vers l'économie circulaire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire une certaine confiance aussi aux consommateurs, final, qui commencent à intégrer ces enjeux de temporalité. On parle tous les jours, il n'y a plus une journée sans qu'on évoque les enjeux du réchauffement climatique, qui commencent à devenir, y compris dans l'opinion publique générale, un horizon de temps lointain et pas lointain. À nouveau, l'opinion publique est en train d'intégrer le fait que, certes, les conséquences du réchauffement climatique, elles sont peut-être dans quelques décennies, mais d'une part, on se rend compte qu'elles sont déjà là aujourd'hui, y compris sur nos territoires en France, en métropole. Et puis deuxièmement, les consommateurs se rendent compte que ce sont les choix qu'on fait maintenant, dans la manière dont on achète, dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on choisit d'allouer nos ressources financières, qui vont déterminer cet horizon de temps lointain. Nous, côté Banque des Territoires, alors je l'ai dit, on se positionne comme un investisseur un petit peu à part. D'une part parce que on n'est pas qu'un financeur, on accompagne les collectivités en premier lieu, qui sont nos premiers partenaires de travail, et les industriels avec. On a beaucoup parlé, et je me retrouve beaucoup là-dedans, de la notion d'écosystème. C'est absolument essentiel. La Banque des Territoires, on finance pour ainsi dire jamais les industriels eux-mêmes sur leurs équipements, le financement de leur R&D, sur tout ce qui est vraiment le cœur de process. En revanche, on accompagne tout le reste, ce qu'on désigne souvent comme le contenant. On a 4 grands axes dans notre stratégie d'accompagnement de l'industrie. L'aménagement et l'immobilier, absolument essentiel, Madame Faure, vous le soulignez. Si on n'est pas capable de proposer concrètement un environnement géographique qui permet aux industriels de se déployer et d'être en interaction entre eux, avec les centres de R&D, les universitaires. Il ne se passe rien. On a des gens qui ont des initiatives dans leur coin, mais aujourd'hui, la mise en réseau, elle est absolument essentielle. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement à proprement parler de la transition écologique, les sujets de déchets, les sujets de gestion de l'énergie, de réseau des utilités. Et puis, troisième volet que vous avez déjà évoqué tous les deux, c'est la question d'une ressource dont on se rend compte absolument tous les jours et dont les professionnels se plaignent tous les jours, qui est la ressource humaine. Parce que les écosystèmes et l'industrie, et effectivement, on l'a oublié pendant quelques décennies en France, l'industrie, c'est avant tout une affaire d'hommes qui choisissent de se mettre ensemble pour construire un projet qui est un peu plus grand que chacun. Et l'industrie, c'est un besoin de compétences. Certains secteurs, on l'a beaucoup perdu. Certains secteurs en France, on ne l'a pas encore perdu, où on réussit à reconstruire des compétences et on s'appuie beaucoup sur une histoire. Et effectivement, la Caisse des dépôts est une vieille maison, la SEIN aussi. On n'oublie pas notre histoire parce que c'est ce qui nous permet, et il y a une grande histoire du textile en France, dans quelques régions en France. On s'appuie sur cette histoire pour se projeter. Et l'accompagnement, la création de centres de formation, d'écoles de production qui sont des entités qu'on sait monter très vite en réponse aux besoins des industriels, en interaction et en synergie avec des élus, des industriels, des acteurs de la formation, pour mettre à disposition très vite des modules de formation qui vont répondre à des besoins qui sont urgents des industriels, qui ne trouvent pas des soudeurs, sur tous les métiers manuels. Et puis le dernier volet, et vous l'évoquiez aussi Madame Faure, c'est un écosystème, ça ne se construit pas tout seul. Et ça nécessite des stratégies territoriales. Et c'est là où les collectivités, à tous les échelons, communes, métropoles, régions, les régions jouent un rôle absolument essentiel, ont besoin de créer un projet et d'avoir des orientations. Il faut choisir ses combats, parce que de l'argent, certes, il y en a beaucoup, mais
je vais dire d'une certaine manière, il n'y en aura jamais assez. Notre enjeu, nous, Banque des Territoires, on ambitionne de déployer au service de l'industrie 1 milliard d'euros. Alors, il y a des gens pour qui 1 milliard d'euros, ça représente beaucoup d'argent, mais à l'échelon de ce qu'il faut déployer comme moyen, c'est pas beaucoup 1 milliard d'euros. L'enjeu pour nous, il est double. C'est avec ce milliard d'euros, de faire effet de levier sur ces écosystèmes, y compris financiers, et d'aller chercher, quand on met 1 euro, qu'il y ait de l'argent public et de l'argent privé qui arrive. Et plus ça se multiplie, plus on est content. On a des ratios de l'ordre de 1 à 7. On voudrait qu'on finance 7 milliards d'euros de projets quand nous, on met 1 milliard d'euros. Et puis, essentiel aussi, ces stratégies territoriales, elles permettent de se regrouper, elles permettent de faire du sens pour les citoyens et pour toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, la transition écologique, c'est quelque chose qui fait du sens. Et puis la crise de Covid, alors qui a mis par terre beaucoup de choses et qui a remis en cause beaucoup de choses, elle a au moins un mérite, c'est que l'opinion publique a pris conscience des enjeux sur l'industrie, des enjeux de souveraineté, des enjeux de maîtrise des chaînes de valeur. Aujourd'hui, il y a une usine sur 2 dans le monde de production automobile qui a arrêté parce qu'il n'y a plus de... Et puis pas que l'automobile, parce qu'il y a une crise de fourniture des semi-conducteurs. On a le sujet sur l'automobile et les semi-conducteurs. L'industrie du BTP, c'est épouvantable. L'industrie du bois, c'est épouvantable. Enfin, on a énormément de sujets sur la maîtrise des chaînes d'approvisionnement. La réponse peut être locale, souvent, et on l'a trop oublié, elle ne le sera pas tout le temps. Il y a beaucoup d'activités qui sont structurellement mondialisées, où il faut être capable d'aller chercher l'innovation et la meilleure réponse là où elle est. En revanche, la résilience, on parle beaucoup de résilience du point de vue climatique, il faut aussi parler de résilience d'un point de vue économique, c'est d'être capable de diversifier, d'assurer le backup et petit à petit de reconstruire cette résilience des chaînes d'approvisionnement en France aussi souvent qu'on le peut, et puis ailleurs sinon. Pour vous citer un exemple, on accompagne la région Occitanie en investissement sur la nouvelle CEMOP de Port-la-Nouvelle. Oui. On est sur des activités maritimes où on est en plein dans l'interface avec le reste du monde. Et ça aussi, c'est une réponse à ces enjeux de résilience, être capable d'être connecté de la bonne manière et en faisant nos propres choix avec le reste du monde. Ça ne nous empêche pas d'accompagner beaucoup d'industriels sur produire local, monter l'économie circulaire. On accompagne des projets d'incinérateurs de déchets, de tri de déchets, y compris aussi souvent qu'on le peut, avec des logiques de retour à l'emploi de publics qui sont éloignés de l'emploi et sur des sphères qui, pour le coup, sont très difficiles à financer. Quand les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entités qui... La rentabilité, c'est quand même pas le maître mot de l'ESS. Donc, quand ils vont voir les financeurs classiques, ils ont du mal. Alors, il y a des acteurs spécialisés là-dedans. On y appartient. Et ce sont des acteurs qui ont été tout à fait pionniers dans l'économie circulaire. Les enjeux, à nos yeux et aux yeux de l'ensemble des acteurs, c'est le passage à l'échelle. Et c'est de réussir à diffuser. Très bien, merci beaucoup. Enfin, vous nous avez bien éclairé, en fait. Vous avez bien expliqué que, en fait, vous ne faisiez pas uniquement de l'ingénierie financière, vous faites de l'ingénierie de projet. En réalité, vous développez des projets, vous soutenez des projets avec un certain nombre de repères qui sont des repères très, très clairs. Vous les avez indiqués, formation, ressources humaines, stratégie, effet de levier. Enfin voilà, on a tous les éléments de... C'est ça, Très, très bien. Peut-être un dernier mot, après je donnerai la parole à Jacques, si vous voulez ajouter quelque chose, rapidement. Peut-être revenir un instant sur la notion d'innovation. On ne relocalisera pas tout en France. Il y a tout un tas d'activités sur lesquelles la France est distancée pour sans doute des décennies. Alors on pensait, c'était un peu mon tort, je pensais dans des échanges qu'on avait eus l'année dernière avec d'éminents spécialistes que par exemple relocaliser la production de paracétamol était une lubie. De fait, on est en train de relocaliser la production de paracétamol. Donc même des sujets où on se dit on va pas y arriver, en fait parfois on y arrive et il faut un peu de volonté, un peu d'énergie et c'est pas toujours seulement nourri à la subvention publique. L'innovation, elle est technique et on parle souvent de la deep tech et on a entendu à nouveau le président de la République et c'est important, c'est essentiel, parler de l'émergence de l'innovation. Nous, on aime aussi beaucoup, et ça fait largement écho à ces sujets d'économie circulaire,
la logique des innovations d'usage et des innovations de gouvernance. J'évoquais l'ESS. On travaille à l'interface entre les collectivités et les industriels, et on voit que ce sont des publics qui parfois se comprennent très bien et parfois ne se comprennent pas. Donc on essaie de mettre du lion à notre mesure là-dedans. Et c'est aussi ça l'innovation, c'est être capable de penser différemment et de mettre des gens qui ne se connaissent pas et qui se regardent en chien de faïence de loin à concevoir des projets ensemble pour précisément répondre à ces enjeux plus grands que nous, hein, mais collectifs de transition écologique. Donc l'innovation n'est pas uniquement technique, hein, c'est ce que vous nous dites. Hein, voilà. En loin s'en faut. Merci. Jacques, est-ce que le consommateur est prêt à acheter ta bouilloire à plusieurs centaines d'euros? Est-ce qu'il sera prêt à acheter ton lave-linge à 1000 euros? Est-ce qu'on peut faire confiance au consommateur comme le suggère notre ami? Alors, tous les consommateurs ne sont pas prêts à le faire. Mais certains consommateurs sont prêts à le faire, et cette niche qui était une toute petite niche augmente de plus en plus et achète de plus en plus mieux. Mais il faut leur proposer quelque chose qui soit vrai. Il faut être très clair dans le discours. Il faut qu'il y ait une innovation en effet d'usage aussi. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc je prends l'exemple de la bouilloire, c'est de dire on va faire une bouilloire, d'accord. Pourquoi on va faire une bouilloire? Parce que c'est le premier, c'est un déchet très très important dans le petit électroménager. Donc on va essayer on va créer un produit qui va être le plus durable possible, qui devrait rester toute la vie d'un consommateur, puisqu'il va être réparable, mais on va aussi lui donner la possibilité d'avoir des usages différents, donc de faire tout ce qu'on peut faire avec de l'eau chaude. Donc on va faire une bouilloire réglable, et puis on va aussi faire une bouilloire qui va permettre de mesurer le temps de cuisson d'un aliment. Donc on va trouver le moyen de pouvoir faire non seulement de la tisane, mais du riz, des pâtes, des lentilles et tout ce qui cuit dans l'eau, de faire des œufs. On va aussi, on sait qu'il y a une problématique pour les pâtissiers de pouvoir faire fondre du chocolat à la bonne température, ou de pouvoir faire l'œuf parfait. Donc il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir le faire. On va donc créer des petits accessoires durables eux aussi, en inox. Ça coupe, non. On va quand même malgré tout être au prix du marché de la bouilloire dont la température est réglable. Notre bouilloire, elle est donc avec un panier, elle est à 220 €. Le prix du marché d'une bouilloire réglable simplement en température, c'est entre 150 et 350 €. On est dans les prix, c'est pas vraiment un problème. Après, il faut donner l'envie d'avoir accès à ce produit, et il faut qu'on ait des bonnes raisons de l'acheter pour ne plus jeter d'autres produits. En fait. En d'autres termes, c'est l'acheter pour la garder, pour la conserver, d'où le jeu de mots keep it. Keep it, ouais, gardons-le. J'ai bien compris. Peut-être une dernière question avant qu'on entame la deuxième table ronde avec Olivier. Dernière question, tu as parlé de réparabilité. Alors, la réparabilité, elle est fonction de quoi? Elle est fonction de la disponibilité des pièces, simplement? Ou bien est-ce que l'approche est différente? Donc non, il y a la réparabilité, parce que toutes les pièces, on éco-conçoit nos produits. Donc l'éco-conception, c'est aussi le fait de donner la possibilité aux gens d'avoir accès à toutes les pièces très facilement. La bouilloire, il y a 3 vis à défaire, et on a accès à toutes les pièces. Aucune pièce n'est collée, aucune pièce n'est soudée. Ensuite, la problématique de garder les pièces en stock, on a décidé de l'effacer en disant on ne va pas faire une bouilloire A, une bouilloire B, une bouilloire C qui vont remplacer la bouilloire A. S'il y a des évolutions, il faut qu'elles soient rétro-compatibles. Comme ça, s'il y a des évolutions, on aura toujours accès à des pièces qui permettront de réparer la bouilloire. D'accord. Mais si le cœur de chauffe de la bouilloire finalement se casse, et que ce cœur de chauffe représente 50% de la valeur de la bouilloire,
est-ce que le consommateur ne sera pas tenté de dire bon, ben, moi je change de bouilloire? Eh ben, si, justement, c'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça. On essaye de faire de telle façon à ce que tous les éléments soient réparables, tous les éléments soient interchangeables. Donc le cœur de chauffe, lui aussi, il est interchangeable très facilement, il est dévissable et il coûte moins de, là, il coûte moins de 10% du prix de la bouilloire. Ça, c'est vraiment la Voilà. clé. C'était l'objectif. Alors, on sait qu'aussi qu'on a un curseur, donc il y a certains éléments qui valent plus que 10% du prix du produit. Il n'empêche que ce sont les gros éléments en inox, ceux qui ne vont pas casser. La verseuse, elle vaut plus cher que la cuve de la verseuse, elle vaut plus cher que 20% du produit, mais elle ne cassera pas. Ouais. Donc on voit bien que la problématique de la réparabilité est une problématique qui est multidimensionnelle, hein, Bien évidemment. Bien, merci beaucoup à tous. Merci infiniment de vos réponses et je vais peut-être inviter Olivier et ses invités à parler. Merci.